dans la maison et le cœur. Et donc, l'année dernière, alors il y a eu combien? 6 films. Camille en a fait un, Yola en a fait un, nous on en a fait un. Et puis il y a Sébastien Zaccoletti, Olivier Jacquin Francesca Angius et Francesca. Voilà. Et donc, et ce qui est assez fascinant dans ces films, c'est que c'est filmé au même endroit, donc on voit les mêmes choses et ça raconte évidemment des choses mais qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. On les a les six. Oui, bah moi je les avais vus. Moi je les ai pas vus. Non, c'était mignon. Et donc la maison pour le moment ils parlent de vente, enfin pour le moment c'est statu quo. Et par contre ils veulent systématiser ces histoires de films. Et du coup ils ont fait un projet, Joseph Mordeur, qui intéressait. entre autres, c'est des tas de gens. Vous avez charlotte aux pommes, fromage blanc, figue au vin, glace. Moi je vais comprendre. Eh ben, moi je vais prendre la Charlotte. Charlotte? Ouais. Ça c'est quoi? Il y a des camping-cars 3 fois plus gros que celui-ci et nous c'est pas ce qu'on voulait, on voulait un truc qui soit avec lequel on puisse passer partout quoi. Et alors évidemment la rançon du problème c'est que on est un peu à l'étroit dedans, mais bon. À deux ça va. À deux ça va. Parce qu'on peut se garer n'importe où, on peut passer dans n'importe quelle rue, on peut voilà. Et en plus, ils ne consomment pas trop de gasoil non plus, parce que les gros camions, ça consomme des quantités de gasoil absolument invraisemblables. Attention. Tu vois, il y a des affiches. Relation entre les deux, l'écrivain et le cinéaste, le texte écrit et le texte filmé, c'est le sujet en fait de notre travail. Enfin, mon travail est peut-être un peu péjoratif, disons, de ce qu'on vous propose de partager, se poser des questions sur le passage donc de l'un à l'autre. Et alors, dans ce questionnement qu'on va se faire sur le texte de Maupassant et sur le film de Renoir, on va être très très grandement aidé par la compagnie du Noyau, dont 3 membres sont présents, qui vont vous lire des extraits de la nouvelle de Maupassant. On avait projeté depuis 5 mois d'aller déjeuner aux environs de Paris, le jour de la fête de Madame Dufour, qui s'appelait Pétronille. Aussi, comme on avait attendu cette partie impatiemment,
s'était enlevé de bonne heure ce matin-là. Monsieur Dufour, ayant emprunté la voiture du laitier, conduisait lui-même. La carriole à 2 roues était fort propre. Elle avait un toit supporté par 4 montants de fer où s'attachaient des rideaux qu'on avait relevés pour voir le paysage. Celui de derrière seul flottait au vent comme un drapeau. La femme, à côté de son époux, s'épanouissait dans une robe de soie cerise extraordinaire. Ensuite, sur 2 chaises, se tenaient une vieille grand-mère et une jeune fille. On apercevait encore la chevelure jaune d'un garçon qui, faute de siège, s'était étendu tout au fond et dont la tête seule apparaissait. Après avoir suivi l'avenue des Champs-Élysées et franchi les fortifications à la porte Maillot, on s'était mis à regarder la contrée. En arrivant au pont de Neuilly, M. Dufour avait dit « Voici la campagne, enfin !» Et sa femme, à ce signal, s'était attendrie sur la nature. Au rond-point de Courbevoie, une admiration les avait saisis devant l'éloignement des horizons. À droite, là-bas, c'était Argenteuil, dont le clocher se dressait. Au-dessus apparaissaient les buttes de Sannois et le moulin d'Orgemont. À gauche, l'aqueduc de Marly se dessinait sur le ciel clair du matin, et l'on apercevait aussi de loin la terrasse de Saint-Germain, tandis qu'en face, au bout d'une chaîne de collines, des terres remuées indiquaient le nouveau fort de Cormeilles. Tout au fond, dans un reculement formidable, par-dessus des plaines et des villages, on entrevoyait une sombre verdure de forêt. Le soleil commençait à brûler les visages, la poussière emplissait les yeux continuellement, et les 2 côtés de la route se développait une campagne interminablement nue, sale et puante. On eût dit qu'une lèpre l'avait ravagée, qui rongeait jusqu'aux maisons, car des squelettes de bâtiments défoncés et abandonnés, ou bien de petites cabanes inachevées, faute de paiement aux entrepreneurs, tendaient leurs 4 murs sans toit. De loin en loin poussaient dans le sol stérile de longues cheminées de fabriques, seule végétation de ces champs putrides où la bise du printemps promenait un parfum de pétrole et de schiste mêlé à une autre odeur moins agréable encore. Enfin, on avait traversé la Seine une seconde fois, et sur le pont, ça avait été un ravissement. La rivière éclatait de lumière, une buée s'en élevait, pompée par le soleil, et l'on éprouvait une quiétude douce, un rafraîchissement bienfaisant, à respirer enfin un air pur qui n'avait point balayé la fumée noire des usines ou les miasmes des dépotoirs. Un homme qui passait avait nommé le pays « Beson ». La voiture s'arrêta. Parce que l'écriture, c'est l'écriture, la littérature, c'est la littérature, le cinéma, c'est du cinéma. Donc ce sont 2 modes d'expression différents qui sont quand même, même s'ils ont des cousinages, ils ne sont pas identifiables, on peut pas, c'est pas superposable, il n'est jamais superposable, une œuvre cinématographique n'est jamais superposable à l'œuvre littéraire qui l'a précédée. Mais bon, on peut quand même travailler dans l'esprit de faire une adaptation fidèle. On peut travailler dans l'esprit de faire une transposition, une réécriture. Bon, il y a quelques exemples célèbres dans l'histoire du cinéma. Il y en a une à laquelle je pense parce qu'elle est souvent citée, c'est par exemple Le Mépris de Godard. Le Mépris de Jean-Luc Godard, qui est une adaptation du roman de Moravia, qui a le même titre, Le Mépris. Et c'est très curieux parce que c'est à la fois proche dans l'esprit, le film de Jean-Luc Godard est à la fois proche dans l'esprit du roman de Moravia, mais en même temps c'est complètement du Jean-Luc Godard et c'est tout à fait autre chose. Et puis entre les deux, il y a des adaptations libres, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas fidèle à 100% au texte littéraire et qui n'est pas non plus une réécriture ou une réappropriation du thème sur d'autres registres. Il faut savoir que dans l'art en général,
la question de l'adaptation est éternelle. Hein, parce que, par exemple, dans la peinture, vous avez, je sais pas, 200 ou 300 ou 500 peintres qui ont, par exemple, tenté de représenter, je sais pas, moi, la passion de Jésus-Christ, par exemple. Hein, je veux dire, les tableaux religieux avec la crucifixion du Christ. Il y en a, je sais pas combien dans l'histoire de l'art, et ils sont tous différents. Les nativités, elles sont toutes différentes, etc., etc. Pareil, vous avez, par exemple, certains... je pense par exemple au mariage de Figaro, hein, écrit par Beaumarchais, au départ, enfin les noces de Figaro, non, je sais pas, au départ c'est le mariage, c'est ça, le mariage de Figaro a donné lieu à plusieurs opéras, etc., etc., et à chaque fois c'est différent. Donc cette question de l'adaptation est une question qui traverse tous les arts. Bon, alors, on ne va pas ce soir traiter tous les arts, mais on va essayer d'essayer d'approcher un peu plus cette question. Et pour l'instant, je ne réponds pas à la question de savoir si le film de Renoir est une adaptation fidèle, libre ou transposée de l'œuvre de Maupassant. Alors, tout d'abord, on va commencer par une petite question qui va être démultipliée par trois lectures, enfin trois extraits lus de la nouvelle de Maupassant, où on va se poser la question de savoir comment on pourrait faire pour filmer quelque chose qui est écrit dans un texte. Voilà, alors on va reprendre en fait trois phrases. On avait projeté depuis 5 mois d'aller déjeuner aux environs de Paris, le jour de la fête de Madame Dufour, qui s'appelait Pétronille. Alors, cette phrase, elle a l'air de rien, mais on avait projeté depuis 5 mois. Comment voulez-vous trouver une solution cinématographique autre que, évidemment, une voix off ou un carton, hein, bien sûr. C'est évidemment une solution qui est toujours possible, mais comment voulez-vous trouver une solution filmique pour exprimer ces deux idées? La première, on avait décidé. Qu'est-ce que c'est? Enfin, comment le « on » est-il transposable à l'écran? La réponse, c'est pas possible. C'est une figure littéraire, mais à l'écran, s'il y a un personnage qui agit ou qui pense, ou etc., c'est pas « on », c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Et alors, le « on » avait projeté depuis 5 mois. Là encore, on peut mettre un sous-titre dans l'image, si vous voulez, mais on ne peut pas transmettre, c'est une idée qu'on ne peut pas transmettre directement par l'image et le son. Autre phrase. Après avoir suivi l'avenue des Champs-Élysées et franchi les fortifications à la Porte Maillot, on s'était mis à regarder la contrée. En arrivant au pont de Neuilly, M. Dufour avait dit « Voici la campagne enfin !» Et sa femme, à ce signal, s'était attendrie sur la nature. Au rond-point de Courbevoie, une admiration les avait saisis devant l'éloignement des horizons. À droite, là-bas, c'était Argenteuil, dont le clocher se dressait. Alors là, il y a deux questions qui sont soulevées par ce type de phrase. La première, c'est la question des noms de lieux, qu'on peut d'ailleurs coupler avec le nom des personnages, parce que dans la première phrase, il y avait le nom de Pétronille qui apparaît, qui est le prénom de Madame Dufour dans la nouvelle. Et alors là, c'est un dilemme. Si on veut que les spectateurs sachent comment s'appellent les personnages et sachent où on se trouve, dans quelle partie de la France, puisque c'est un film tourné en France, alors là, effectivement, c'est un départ de Paris, région parisienne, etc. Il va falloir déployer toute une stratégie. Soit on montre des lieux qui sont reconnaissables, hein, alors je sais pas, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur pour Paris, des choses comme ça. Après, on peut, je sais pas, montrer une carriole qui traverse un pont, et puis il y aurait le nom de la rivière qui serait marqué à côté. On peut passer à côté d'un panneau le long de la route qui annonce, je sais pas, Beson ou Argenteuil, 15 km, ou des choses comme ça. Mais tout ça, ça oblige à une stratégie. C'est-à-dire, est-ce qu'on va montrer tout ça ou pas? Là, dans le film de Renoir, tout ça a été évacué.
De loin en loin poussaient dans le sol stérile de longues cheminées de fabrique, seule végétation de ces champs putrides où la brise du printemps promenait un parfum de pétrole et de schiste mêlés à une autre odeur moins agréable encore. C'était comme ça qu'on pourrait sortir et pour lesquelles on pourrait se poser des questions qui sont plus ou moins compliquées. Celle-ci, elle est simple. Quand dans un texte, vous évoquez des odeurs, eh bien, jusqu'à maintenant, le cinéma n'est pas capable de retransmettre les odeurs. Ça viendra peut-être un jour. Hein. On s'est amusé à retrouver dans le film de Renoir toutes les allusions à la pêche, que ce soit la pêche des poissons ou la pêche des femmes. Des axes, des choses qui pouvaient structurer sa narration. Et alors, Renoir, il traite la chose sous un autre angle. Hein. Là, la séduction, c'est une partie de pêche. Alors, c'est drôle parce que le film, en fait, quand on y réfléchit, il fonctionne presque tout le temps par des calembours. Hein. Le titre du film, c'est Partie de campagne, mais partie de campagne, ça cache partie de pêche. Hein. Bon, alors... Le marchepied, tenu par 2 branches de fer, était très loin, de sorte que pour l'atteindre, Madame Dufour dut laisser voir le bas d'une jambe, dont la finesse primitive disparaissait à présent sous un envahissement de graisse tombant des cuisses. C'était une femme de 36 ans environ, forte en chair, épanouie et réjouissante à voir. Elle respirait avec peine, étranglée violemment par l'étreinte de son corset trop serré. Et la pression de cette machine rejetait jusque dans son double menton la masse fluctuante de sa poitrine surabondante. Assise sur l'autre balançoire, Madame Dufour gémissait d'une façon monotone et continue. « Cyprien, viens me pousser, viens donc me pousser, Cyprien. » À la fin, il y alla, et ayant retroussé les manches de sa chemise, comme avant d'entreprendre un travail, il mit sa femme en mouvement avec une peine infinie. Cramponnée aux cordes, elle tenait ses jambes droites pour ne point rencontrer le sol, et elle jouissait d'être étourdie par le va-et-vient de la machine. Ses formes, secouées, tremblotaient continuellement comme de la gelée sur un plat. Mais, comme les élans grandissaient, elle fut prise de vertige et de peur. À chaque descente, elle poussait un cri perçant qui faisait accourir tous les gamins du pays. Et là-bas, devant elle, au-dessus de la haie du jardin, elle apercevait vaguement une garniture de têtes polissonnes que des rires faisaient grimacer diversement. Voilà, donc déplaisante et désagréable de Madame Dufour, et qu'il a préféré une rondeur sympathique et réjouissante. Et on peut dire que c'est ça à peu près sur tous les personnages. Renoir pose sur eux un regard tendre, même sur le pauvre Anatole et ses cannes à pêche, regard beaucoup plus tendre que Maupassant, qui est vraiment dans la crudité et la cruauté. Alors, cette tendresse de Renoir pour ses personnages, on a choisi de vous la montrer dans un extrait qu'on aime, enfin un moment du film qu'on aime énormément, qui est cette courte conversation entre la mère et la fille, qui est à la fois très tendre et qui montre aussi cet amour infini que Renoir avait pour la nature en général, et cette nature-là en particulier. Mademoiselle Dufour essayait de se balancer debout, toute seule, sans parvenir à se donner un élan suffisant. C'était une belle fille de 18 à 20 ans. Une de ces femmes dont la rencontre dans la rue vous fouette d'un désir subit et vous laisse jusqu'à la nuit une inquiétude vague et un soulèvement des sens. Grande, mince de taille et large des hanches, elle avait la peau très brune, les yeux très grands, les cheveux très noirs. Sa robe dessinait nettement les plénitudes fermes de sa chair, qu'accentuaient encore les efforts des reins qu'elle faisait pour s'enlever. Ses bras tendus tenaient les cordes au-dessus de sa tête, de sorte que sa poitrine se dressait sans une secousse à chaque impulsion qu'elle donnait. Son chapeau, emporté par un coup de vent, était tombé derrière elle,
et l'escarpolette peu à peu se lançait, montrant à chaque retour ses jambes fines jusqu'aux genoux, et jetant à la figure des deux hommes qui les regardaient en riant l'air de ses jupes plus capiteux que les vapeurs du vin. On va voir que Renoir a traité cette séquence de la balançoire, mais de façon fondamentalement différente. En effet, dans la nouvelle, les spectateurs qui regardent la jeune fille se balancer, c'est son père et le fameux Anatole, qu'on appelle le garçon aux cheveux jaunes dans la nouvelle, alors que dans le film, ceux qui regardent, eh bien, ce sont les canotiers. On regarde un peu, t'as 10 ans. Alors, voilà. Alors, ce plan du film est totalement absent de la nouvelle de Maupassant. Jamais les canotiers sont évoqués comme ça à l'intérieur. Ils avaient la face noircie par le soleil et la poitrine couverte seulement d'un mince maillot de coton blanc qui laissait passer leurs bras robustes, comme ceux des forgerons. C'étaient deux solides gaillards, posant beaucoup pour la vigueur, mais qui montraient en tous leurs mouvements cette grâce élastique des membres qu'on acquiert par l'exercice, si différente de la déformation qu'imprime à l'ouvrier l'effort pénible, toujours le même. Ils échangèrent rapidement un sourire en voyant la mère, puis un regard en apercevant la fille. « Donnons notre place, dit l'un, ça nous fera faire connaissance. » L'autre aussitôt se leva et, tenant à la main sa toque mi-partie rouge et mi-partie noire, il offrit chevaleresquement de céder aux dames le seul endroit du jardin où ne tomba point le soleil. On accepta en se confondant en excuses, et pour que ce fût plus champêtre, la famille s'installa sur l'herbe sans table ni siège. Un chant d'oiseaux qui semblait très lointain les frappa. « Tiens, dit-il, les rossignols chantent dans le jour, c'est donc que les femelles courent. » Un rossignol, elle n'en avait jamais entendu, et l'idée d'en écouter un fit se lever dans son cœur la vision des poétiques tendresses. Un rossignol, c'est-à-dire l'invisible témoin des rendez-vous d'amour qu'invoquait Juliette sur son balcon. Cette musique du ciel accordée au baiser des hommes, cet éternel inspirateur de toutes les romances langoureuses qui ouvrent un idéal bleu aux pauvres petits cœurs des fillettes attendries. Tout était calme aux environs. L'oiseau se mit à chanter. Il jeta d'abord 3 notes pénétrantes qui semblaient un appel d'amour, puis, après un silence d'un moment, il commença d'une voix affaiblie des modulations très lentes. Une brise molle glissa, soulevant un murmure de feuilles, et dans la profondeur des branches passaient 2 soupirs ardents qui se mêlaient au chant du rossignol et au souffle léger du bois. Une ivresse envahissait l'oiseau, et sa voix s'accélérant peu à peu comme un incendie qui s'allume ou une passion qui grandit, semblait accompagner sous l'arbre un crépitement de baisers. Puis, le délire de son gosier se déchaînait éperdument. Il avait des pamoisons prolongées sur un trait, de grands spasmes mélodieux. Quelquefois, il se reposait un peu, filant seulement 2 ou 3 sons légers qu'il terminait soudain par une note suraiguë. Ou bien, il partait d'une course affolée avec des jaillissements de gamme, des frémissements, des saccades, comme un chant d'amour furieux, suivi par des cris de triomphe. Mais il se tut, écoutant sous lui un gémissement tellement profond qu'on l'eût pris pour l'adieu d'une âme. Le bruit s'en prolongea quelque temps et s'acheva dans un sanglot. L'année suivante, un dimanche qu'il faisait très chaud, tous les détails de cette aventure, que Henri n'avait jamais oubliés, lui revinrent subitement, si nets et si désirables, qu'il retourna tout seul à leur chambre dans le bois. Il fut stupéfait en entrant. Elle était là, assise sur l'herbe, l'air triste, tandis qu'à son côté, toujours en manche de chemise, son mari, le jeune homme aux cheveux jaunes, dormait consciencieusement comme une brute. Elle devint si pâle en voyant Henri qu'il crut qu'elle allait défaillir. Puis ils se mirent à causer naturellement,
de même que si rien ne se fût passé entre eux. Mais comme il lui racontait qu'il aimait beaucoup cet endroit et qu'il y venait souvent se reposer le dimanche, en songeant à bien des souvenirs, elle le regarda longuement dans les yeux. « Moi, j'y pense tous les soirs, dit-elle. »« Alors, ma bonne, reprit en bâillant son mari, je crois qu'il est temps de nous en aller. » Donc, voilà comment se termine en fait la nouvelle de Maupassant.
jeudi au vendredi, quoi. Ouais, mais ça la fait. Il faut payer pour ça? En ce moment ou Bah, c'est un peu incertain, quoi. Tu viens avec moi tout à l'heure? Oui, oui, d'accord. Oui. Ils sont aussi pour l'un et l'autre.
Quelle surface il fait?
Muriel va toucher à la question de l'Algérie dans la mesure où il était possible de le faire. Juste avant, il a fait La guerre est finie, où il s'agit du problème espagnol et des suites, évidemment, du franquisme, avec pour scénariste, écrivain, Georges Sampron, ou Samplon, si vous préférez faire un peu plus espagnol. Et là, il utilise le concours de Jacques Steinberg. Alors, je ne sais pas ce que ce nom vous dit. Le nom de Steinberg est moins connu que Martin, mais enfin, il est quand même assez répandu. Celui-ci est le nom d'un écrivain qui commence à s'illustrer au moment où René s'intéresse à lui, de deux façons. Il a reçu un prix de l'humour noir, et d'autre part, il est un des premiers Français, je crois, mais enfin, bon, je ne suis pas très sûre avec les premiers, vous savez, on se trompe vite, mais enfin, il est peut-être un des Français qui, parmi les premiers, va écrire dans la prestigieuse collection de science-fiction qui s'appelle Présence du futur, où les Américains, notamment, publient, Ray Bradbury et compagnie. On a vu le nom de Bradbury apparaître pendant le festival. Et donc, il est, vous voyez, embarqué sur de double rail, le côté humour noir, pince sans rire, un type d'humour qu'apprécie beaucoup René. René est très britannique quant à ses goûts, dans sa façon de parler, les plaisanteries très discrètes qu'il fait, et puis le goût pour la science-fiction, ou d'une façon plus générale, le goût pour le roman populaire, les genres populaires. Hein. Alors, difficile de savoir pourquoi il va s'embarquer avec Jacques Steinberg sur cette histoire qui devient Je t'aime, qui conduit jusque vers 66-67 par là. Donc vous voyez, il a été très imprégné par ce travail lorsqu'il passe à Je t'aime avec Jacques Steinberg. Sans dire qu'il y a un lien évident, parce que personne ne peut expliquer la création, ce serait quand même présomptueux de notre part. Il y a quand même une atmosphère, vous voyez, un genre de littérature, des récits à fantaisie, des récits qui font ce qu'on appelle fréquemment la littérature populaire. Hein. Et puis si vous voulez, on en parlera un peu plus sérieusement après le film. Mais vous verrez, c'est un très beau film, très attachant. Enfin, j'espère qu'il vous plaît. Bonne séance. Ce que c'est qu'une narration, depuis au moins Aristote, on sait qu'il y a un début, un déroulement et une fin. Alors évidemment, non seulement René ou Steinberg ne sont pas les premiers à vouloir rompre au cours du XXe siècle, et même bien avant, à cette belle loi d'organisation. Alors il se trouve que René et Steinberg se sont trouvés vraiment complices pour démantibuler ce récit et lui donner cet aspect. Donc ce que l'un pouvait déjà apporter, si vous vous rappelez d'Hiroshima, mon amour, la construction n'était déjà pas tellement linéaire. Il y avait des effets comme ça, un petit peu de traversée du temps, ou peut-être que le terme traversée du temps ne s'impose pas pour Hiroshima, mon amour, mais des espèces de mouvements comme ça, entre le passé, le présent, des passés, des présents, etc. Ici, le mouvement est beaucoup plus déconstruit, c'est certain. Il y a beaucoup plus non seulement de rupture, mais encore plus de répétition que ce que nous avions pu déjà observer, peut-être. Hein. Alors, il y a un joli prétexte qui est trouvé, c'est celui de cette machine à remonter le temps. Un prétexte qui est à la fois je dirais un cliché presque, hein, tellement c'est vieux, de la science-fiction, ou du moins des récits qui ne veulent pas être trop réalistes, trop vraisemblables. Il y a toujours eu cette aspiration des hommes et donc des écrivains à essayer de trouver des combines pour remonter le temps. Donc là, on en trouve une de plus de combines, on peut le dire, puisque ni Steinberg ni René ne veulent donner à plein dans le registre de la science-fiction. Ils ne font pas une machine à laquelle on puisse croire, ils ne font pas des expérimentations auxquelles on puisse vraiment souscrire. Les savants ont l'air à peu près savants comme vous et moi, enfin bon, bref. Donc tout ça est vraiment concerté. Pourquoi? Ben parce que l'un comme l'autre sont en fait des adeptes du non-sens.
Je vous disais rapidement, un petit peu hier et encore tout à l'heure, que Sternberg avait reçu le prix de l'humour noir. Ça donne déjà une idée de son écriture, de son style, finalement de ce qu'il peut aimer faire. Quant à Resnais, même si, il est vrai, il lui colle beaucoup après les images du cinéaste le plus sérieux qui soit, ayant abordé toutes les grandes questions, comme on disait à l'instant, en vérité, le personnage est beaucoup plus, vous savez, comment dit-on, cherche le mot, enfin ce genre d'humour britannique, un peu froid en apparence, est toujours en train de dériver. Ce que joue à la perfection, je crois, le comédien Claude Rich, il est parfait dans ce rôle, où toutes les fois il glisse, mais à peine, hein, du sérieux vers le pas sérieux, de façon évidemment qui ne fait pas rigoler, on n'a pas envie de rire aux éclats, mais chaque fois on est surpris du sourire qui nous vient aux lèvres, parce qu'on a vu quelle était la petite déclinaison qui nous avait fait suivre pour quitter le sérieux, pour quitter le vraisemblable, et c'est fait avec beaucoup de finesse cela. Et le comédien est parfait dans le rôle. Il faut savoir que lorsque Resnais s'adresse à Jacques Sternberg pour être l'écrivain, plutôt que le scénariste, hein, l'écrivain de ce film, de même que Duras a été l'écrivain d'Hiroshima plus qu'un scénariste, puisque aussi bien la plupart des grands écrivains auxquels fait appel Resnais n'ont pas utilisé leurs écrits préalables qu'ils auraient adaptés. Ce qui est une formule plus, enfin je ne dis pas commune, elle n'a rien de commun, mais enfin qui est plus répandue en tout cas. Où des écrivains, y compris à partir de leur œuvre, ont donné le coup de main nécessaire pour écrire le scénario, parce que ce cinéaste voulait adapter leur œuvre. Là, toutes les fois, vous le remarquerez, Resnais procède différemment. Il fait écrire à ses écrivains quelque chose pour lui. Hein. Donc là, on se retrouve dans ce même cas de figure. Sternberg invente une histoire possible. Et c'est celle que nous venons de voir. Cela dit, Resnais avait lu 2 ouvrages, du moins peut-être plus, mais enfin, il a reconnu en avoir lu 2 de Sternberg. L'un qui s'appelle L'Employé, qui est de 1958, et auquel on pourrait dire que s'apparente un certain nombre de scènes du film, de séquences, où vous savez Claude Rich se fait suer dans son bureau. Hein, je résume la situation de façon grossière. Alors une fois il joue avec les crayons, une autre fois c'est avec l'horloge, y compris l'horloge parlante, il fait un couplet sur les gommes, enfin, etc. Tout cet univers assez délirant, hein, appartient beaucoup, enfin, s'inspire beaucoup du ton qui est celui de ce roman qui s'appelle L'Employé, pour lequel d'ailleurs Sternberg a été salué, enfin, il a commencé à être connu à cette occasion. Et le deuxième livre qui a incité Resnais à entrer en contact avec Jacques Sternberg, c'est un livre, alors davantage de science-fiction, si vous voulez, qui s'appelle le trou, Un jour ouvrable. Un jour ouvrable de 1961. Alors celui-ci est, si vous voulez, plus aventureux. Enfin, il rompt avec l'univers du bureau, qui a quelque chose, vous voyez, dont le type de comique relève justement de la banalité. Hein, vous allez dire des choses sur les gommes, c'est quand même pas terrible, ou sur les crayons, ou sur les papiers, enfin. Donc il y a une sorte de banalité qui est vue de façon délirante par Sternberg et qu'on retrouve, tandis que du côté de Un jour ouvrable, on est davantage dans une sorte d'explosion qui frôle la science-fiction, parce que le temps n'y est pas justement envisagé de façon réaliste et raisonnable. Donc on voit comment, conjuguant ces 2 univers, si vous voulez, qui avaient déjà retenu l'attention de Resnais, on peut arriver à cette 3e formule qui est ce film-ci, Je t'aime, qui fait tantôt signe du côté de la banalité, des choses les plus communes, les non-aventures, si j'ose dire, de nos existences, et puis de l'autre côté, nous envoie vers une espèce d'expérience un peu loufoque, où il s'agit, grâce à ces appareils, à ces techniciens et à ce centre bizarre qui s'appelle Crespel,
d'aller faire une expérience très sobre en apparence, ce qui fait aussi qu'elle a l'air scientifique et en même temps elle est plutôt philosophique. Il s'agit de retourner 1 an en arrière, à la même date exactement, et pour une durée d'1 minute. Ce cadre est quand même assez frappant. Il ne s'agit pas des grandes aventures dans le temps, il s'agit d'une toute petite mesure humaine, 1 minute de l'année précédente. Et je crois que c'est ça qui fait le ton le plus précis, si vous voulez, le plus singulier de ce film. Ce en quoi il est un film de Resnais et de Sternberg, et pas seulement de l'univers de Sternberg. C'est le fait d'avoir apporté ça à quelque chose qui est de l'ordre d'une minute ordinaire. C'est ça le grand charme, en fait, de cette expérience. Et il fait exprès de prendre une minute assez quelconque, peut-être heureuse quand même, ce qui est une chose à retenir. Le garçon sort de l'eau, ils sont en vacances au bord de la mer, et Claude, ou Rich, ou Rieder, comme vous voulez, le personnage ou l'acteur, sort de l'eau, enlève son masque, et puis la question, mais tellement ritournelle, c'était bien, comme si on dit, et l'eau était bonne, enfin ces phrases ordinaires, c'est d'une grande justesse évidemment, mais c'est ce qui fait cette poésie. C'est parce que justement il n'y a pas de décalage avec notre expérience. Il y aurait comme une poésie de l'ordinaire. Et il répond, comme font souvent le compagnon qu'on a à ce moment-là, un truc évidemment loufoque. J'ai vu des sirènes, ou j'ai vu des méduses, ou j'ai vu des requins. C'est la réponse qu'on fait. On a toujours entendu cela. Hein. Donc c'est cette justesse de ton qui est vraiment au poil, je trouve, qui donne quelque chose d'attachant à ce film. Le fait d'avoir su placer dans un univers invraisemblable, à la limite du conte de fées, cette patate, on ne peut pas y croire un seul instant. C'est encore pire que la citrouille des fables. Hein. Mais voilà, va s'y loger, s'y incruster, 1 minute d'une expérience de la vie de tous les jours, telle que nombre de nos concitoyens, en 1968 ou aujourd'hui, ont pu la vivre. Et c'est ça le grand prodige de ce film, c'est au milieu de tout ce faux bazar, cette fausse science-fiction, ce faux décalage dans le temps, tout cet arsenal apparemment narratif qui pourrait ouvrir tant d'autres pistes, nous fait découvrir juste 1 minute de vie ordinaire d'un couple, comme il peut y en avoir beaucoup, etc. etc. C'est ça le tour de force du film, en fait, qui fait semblant de déployer pour ramener à l'essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que je pense que du coup ça éclaire un petit peu aussi pourquoi ce film se présente comme la patate en question, hein, pour reprendre votre remarque qui est juste. Quel film insolite. Vous avez un truc, une espèce d'objet bizarroïde, qui n'a pas une vraie forme, qui n'est même pas encore une citrouille, c'est vrai, c'est plus mal foutu encore, hein, et c'est volontairement. Alors beaucoup de circonvolutions, on va faire des tours comme ça dans la vie de cet homme, on va attraper des bouts de vie, on va, etc., etc. Et finalement, ce qui va ressortir de tout ça, c'est au cœur de ces aventures possibles qui auraient pu donner tant d'autres sortes de films, va se loger cette minute. Petite minute qu'on a l'air de voir du coup un peu au microscope, hein, petite minute qu'on regarde attentivement, parce qu'elle va revenir plusieurs fois, cette sortie de l'eau, rentrer dans l'eau, sortir de l'eau, revenir mouillé, être heureux, avoir les palmes aux pieds, les enlever. Voilà, un petit moment comme ça de pure existence. Mais vous avez peut-être perçu beaucoup d'autres choses qui vous ont plus intéressé. Si, un petit détail, tiens, la patate dont j'ironise beaucoup, là, quand elle est présentée la première fois dans le laboratoire de, je ne sais plus, l'un de ces hommes qui sont censés être les techniciens, les scientifiques, elle est présentée sous forme de maquette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Claude Rich arrive, etc. Et cette maquette, alors, elle fait penser, pour le coup, de façon moins dérisoire, à l'atomium qui était présent dans le musée d'Hiroshima. Il y a parmi les parcours qu'on fait au début d'Hiroshima aussi, si vous vous souvenez, on visite plusieurs lieux, et puis il y a un lieu qui est d'allure plus scientifique, légèrement plus scientifique. Il y a une sorte de fusée, enfin bon, et puis il y a ce qu'on appelle un atomium,
Enfin, on appelait ça à l'époque, je ne sais pas si maintenant les scientifiques trouveraient ça très scientifique, mais à l'époque, c'était un peu le dernier cri hein, de la représentation de l'atome, qui est une espèce de, vous savez, de maquette avec une boule ronde, et puis un peu des anneaux autour qui tournicotent comme ça. Et toute proportion gardée, la première version de la maquette de la patate, vue justement en format réduit, fait penser à ça, comme s'il y avait un clin d'œil hein, du vrai scientifique au faux scientifique, qui passerait quand même par une forme relativement semblable. Évidemment, tout ça n'est pas scientifique du tout. Hein. Pardon. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ah si, tiens, un petit couplet encore, je peux vous sortir, juste pour vous montrer que j'ai lu 2-3 bricoles sur René, et Sternberg notamment. C'est dans Un jour ouvrable qu'ils reprennent d'un commun accord le petit couplet sur le chat. Comme si Dieu avait créé d'abord le chat, et puis se trouvant avec le chat, il fallait bien lui trouver un maître. Alors on organise toute la vie, y compris celle des hommes, et puis de l'économie, de l'industrie, jusqu'à ce qu'on puisse fabriquer le bol dont aura besoin le chat, enfin le tapis, etc. Et bien sûr le maître dont il a besoin pour assurer la survie du chat. Alors ce couplet un peu à l'envers, vous voyez, se trouve déjà dans Un jour ouvrable, le roman donc, de science-fiction de Sternberg. Ben voilà, j'ai épuisé tout mon savoir, vous savez, mais vous avez peut-être des idées, vous, ou des questions. Même si l'histoire n'a rien à voir, j'ai pensé à Pagnol, à Paul Boulanger. C'est bon, mais quand il s'adresse au chat pour faire des reproches à sa femme, mon esprit, pendant cette séquence-là, a été attentif de savoir si Claude allait faire un reproche à sa compagne au travers le petit chat, puis c'est pas venu. Non. Mais en fait, il s'adressait au chat. Une question, d'où vient qui a eu cette idée de ce titre? Ah, alors le titre demeure une énigme. D'une part parce que René, fidèle à sa façon de ne parler à personne, et surtout pas aux journalistes, très vite, hein, à partir de 1959, après Hiroshima, mon amour, il refuse presque les interviews. Pardon? Parce qu'il pense qu'il n'a pas à expliquer son film. Et franchement, avec Jean-Louis Letras, nous l'avons fréquenté pendant un certain temps. Et je crois qu'il est sincère quand il dit une fois que le film est fait, donc, je le livre. Je le livre alors au public, à qui veut s'en emparer. Et ma parole, dit-il toujours, n'est pas plus prédominante, vous voyez, que celle de telle critique ou de telle personne dans le public, ou de qui que ce soit. Nous, quand nous avons essayé de lui faire quelques propositions d'interprétation, parce que c'est toujours pareil, on se dit, tiens, si on avait l'assentiment, ça rassure un peu, puis on se dit, je suis peut-être pas sur une mauvaise voie, enfin, vous imaginez bien. Eh bien, il nous disait, ah, les interprétations, c'est votre travail. Il disait pas, je m'en fiche, pas du tout. Jamais il n'a eu cette attitude, par exemple, de mépris. Au contraire, il est très attentif à ce que son œuvre peut suggérer aux uns et aux autres. Mais il n'ira pas vous dire, vous avez raison, ou là, vous avez tort. Jamais. Et alors, sur l'affaire, donc, vous voyez, dans ce paysage, qui est un paysage, donc, de grande ouverture, même si cet homme est très discret, timide, n'aime pas se confier, enfin, plein de choses qui pourraient apparaître comme étant un peu quelqu'un de fermé, enfin, pas très sympathique, enfin, on pourrait retourner complètement le sablier. Eh bien, il n'en est rien. Il est très respectueux, en fait. D'abord d'une politesse, enfin, étourdissante. Enfin, des gens comme ça, on est étonné d'avoir à les rencontrer. C'est pas si fréquent. Et en même temps très respectueux des autres. Il ne dira pas, il contestera une date si on s'est trompé sur une date, parce que ça, évidemment, ça fait partie des faits qui sont absolument authentifiables. Mais au niveau de ce que vous avez prouvé, ce que vous avez jugé, ce que vous avez, peut-être même ce qui vous a inquiété, ce qui vous a bouleversé, ce que vous avez adoré, il n'interviendra pas. Il est au contraire
il espère que l'éventail sera le plus ouvert possible. Enfin, ah oui, oui, il ne pense pas qu'il y a un message. Il ne pense vraiment pas qu'il a 2 messages à délivrer d'abord. Premièrement, il trouve ça alors vraiment incongru comme idée. Chacun fait son petit effort dans son coin, et puis c'est tout. Alors lui, il est plutôt dans le cinéma, l'autre sera dans la physique, un 3e agriculteur, le 4e maçon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Chacun fait son petit effort dans son coin, du mieux qu'il peut, et si possible bien. Puis voilà. Non, c'est délicieux comme pensée. Grande ouverture d'esprit, grande élégance d'esprit, justement. Et sur le titre en question, il n'a jamais voulu s'exprimer, et il a même interdit, parce que Sternberg, ils se sont quand même vus pendant un certain nombre d'années, pour préparer le texte de ce film, et il avait interdit, c'est la seule chose qu'il a faite, et il l'a dit devant les journalistes, mais même Sternberg ne vous dira rien parce que je lui interdis. Donc vous voyez, il ne voulait pas en faire une vraie interdiction, comme une interdiction où on demande à tout le monde de la boucler, de se taire et de ne pas en dire un mot. Donc c'était au contraire, je vous dis que personne ne vous dira ce que veut dire ce titre. Et d'ailleurs, dit-il, pour moi, il n'a pas de sens particulier, je voulais qu'il résonne. Qu'il résonne, je t'aime, etc. Alors ça peut rejoindre l'idée du voyage dans l'espace, avec un effet d'écho. Certains ont dit, pourquoi pas, que c'est parce qu'il a toujours été un grand admirateur et très respectueux de Sacha Guitry, et que l'une des pièces de Guitry que René aimerait, enfin il en aime sûrement beaucoup plus qu'une, s'appelle Je t'aime. Alors chacun tire l'interprétation comme il veut, comme il peut. Tout ça n'est sûrement pas faux. Tout ça peut. Pardon. Oui, quelque chose d'un peu... Et puis eux-mêmes, ils étaient beaucoup dans la répétition, si on veut interroger la répétition du titre « Je t'aime » sans ponctuation. Hein. Ne jamais ajouter de virgule ni quoi que ce soit. C'est vraiment comme 2 lignes de son. Hein. C'est pour ça que ça peut faire un effet, vous savez, un peu sidéral, quoi. Ça peut aller dans l'espace comme ça, retentir, etc. Lui disait, oui, c'est comme du morse. Enfin, c'est des signaux, des sortes de bip-bip, des choses comme ça. Bon. C'est peut-être aussi simplement les dernières paroles qu'on n'entend pas, qu'il essaie de prononcer à la fin. C'est vrai aussi qu'on n'a plus de... C'est un peu comme chez Gérard Courant, hop, tout à coup, ça s'arrête, le film est fini, quoi. Oui, vous vouliez dire? Oui, moi je veux dire, je sais pas, il me semble qu'il y a une parole très poétique dans ce film, c'est-à-dire que il n'y a pas de message, justement. Je trouve que les paroles sont toujours déconnectées socialement, avec des effets poétiques, avec des jeux sur les mots, et peut-être que le titre, justement, est dans ce système de résonance où il y a une sorte de plaisir quand même de la langue qui est là, des mots qui s'ajoutent, des phrases qui ont du sens sans vraiment en avoir. Par moments, c'est très déstabilisant comme film. Contrairement à hier où les voix étaient très voyeuses pour l'expression, je trouve que là, elles partent dans une espèce de légèreté. En effet, et d'autant plus qu'elles partent, elles partent de différentes façons. Vous avez raison, elles ne sont pas voyeuses au sens finalement assez efficace que leur fait jouer Marguerite Duras. Hein. Là, au contraire, elles se dispersent. Pour ça, tout à l'heure, je disais, pour je t'aime, c'est un peu sidéral. On a l'impression que ça ferait écho ou que ça se répand dans une sorte de, je ne sais pas quoi, stratosphère, je ne sais pas où, par là-bas, quelque chose qui va en s'élargissant. Hein. Et en revanche, il me semble qu'il y a quand même un certain ancrage social, enfin, ou même politique, car toute la bande de la non-nouvelle vague, mais apparue au même moment de la nouvelle vague, qui est la bande de la rive gauche de la Seine, Chris Marker, René, Varda, ce groupe-là est quand même très politiquement plus ferme, plus précis, plus net dans ses contours, on va dire, que la bande dite de la nouvelle vague de la rive droite. Enfin, bon, c'est des micmacs d'un intérêt modéré, mais laissons tout simplement pour dire que, vous savez, quand le film débute, il y a une atmosphère qui est autour de la notion de science, d'hôpital, d'expérimentation, qui est quand même assez refroidissante. Essayez de vous rappeler les premières images. Hein, avant que Claude Rich n'arrive avec sa dégaine un peu comme ça britannique, je m'en fiche un peu, etc. Le début est assez impressionnant. Et même les premières images à l'arrivée de Crespel,
il y a un homme qu'on ne reverra guère, vu en plan rapproché épaule, qui a l'air de suivre l'arrivée de la Mercedes. Je vous assure que si le film avait tourné du côté de quelque chose de plus, vous voyez, néfaste, de plus morbide, ce personnage aurait bien joué le rôle d'introducteur à une atmosphère inquiétante. Hein. Et le coût des expérimentations, excusez-moi, mais enfin avec la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas nécessaire tellement d'insister pour qu'on sache que des personnages qui en plus, il leur fait parler le flamand, hein, parce qu'ils sont censés être en Belgique. Donc on a des sonorités étrangères qui font germanique, même si elles ne sont pas allemandes. Je pense que là, la tonalité, sans y insister, commence à dresser un premier paysage assez inquiétant, au contraire, comme s'il pouvait exister dans les lendemains de la guerre, vous voyez, dans les années 60, et d'ailleurs ça se disait, hein, ils n'ont rien inventé, des lieux où d'anciens nazis étaient encore protégés, enfin, et continuaient leurs petites aventures personnelles sur un mode ou sur un autre, etc. On a découvert d'ailleurs tant de choses qui ont donné confirmation à ces hypothèses qui faisaient peut-être un peu fantaisistes, et enfin, Barbie était bien tranquillement installée en Amérique du Sud, hein, jusqu'à ce qu'on finisse par lui tomber dessus. Pas de problème. Hein. Et donc, il y a cette atmosphère, vous voyez, dont on va décoller. Et il me semble, rappelez-vous aussi cette image, quand on traite, de façon fantaisiste certes, hein, quand on traite le personnage pour le préparer à l'expérience, ça a un côté très La Jetée de Chris Marker, si vous connaissez ce film, qui est assez aussi déroutant et qui, lui, se situe dans une après-Troisième Guerre mondiale. Donc là, Chris Marker a franchi un pas dans un certain registre de la science-fiction où il envisage une Troisième Guerre mondiale qui aurait tout détruit, y compris Paris, etc., etc., et où il ne reste plus que quelques savants, dont 2 de chez Marker sont passés chez René, d'ailleurs. Hein. Ledoux, entre autres, on peut le reconnaître si on connaît assez les 2 films, qui était le directeur de la Cinémathèque belge, tout simplement, qui jouait comme ça, juste un rôle de figurant, mais quand même. Et la façon de traiter Claude Rich, quoique Claude Rich ait une attitude, un jeu plus détaché, vous voyez, plus tournant vers ce non-sens anglais, hein, à la différence du personnage de La Jetée, il y a quand même un petit effet, la déco. Est-ce qu'on va tourner justement à un univers angoissant ou est-ce qu'on va tourner vers un autre univers? Et c'est vrai que le parti pris de René comme de Sternberg sera de se détourner de cette lecture possible, de cet univers possible, plus historique, plus politique et plus sociologiquement marqué. Et il s'en détache en quelque sorte. Mais si vous y faites attention, c'est la même idée que dans Hiroshima, mon amour. C'est-à-dire, il y a des événements d'une charge dont il est inutile de parler tellement nous la connaissons, de drames, d'épreuves, etc., des grands événements historiques. Et puis, il reste l'homme. Enfin, l'homme au sens être humain, je ne parle pas de sexe là pour le coup. Et l'homme est amené, même dans des épreuves aussi compliquées que ça, à vivre des choses qui sont de l'ordre de la condition humaine. L'amour de Nevers est de l'ordre de la condition humaine, indépendamment du fait que ce soit l'ennemi, l'Allemand dont elle est tombée amoureuse, cette jeune fille. Et ici, toute proportion gardée, ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure par d'autres moyens, c'est que malgré le grand déballage de la science-fiction, les possibilités que revêtait ce choix narratif, on se trouve à ne découvrir plus qu'une chose, d'une très grande émotivité, une minute d'une vie ordinaire de vacances pour un couple. Voilà, quel que soit tout le reste, tout le grand déballage du monde. Je crois qu'il y a un peu cette idée-là qui revient d'un film à l'autre et malgré, bien sûr, la différence d'un conte, on est dans une fiction complètement imaginaire, tandis qu'Hiroshima, mon amour s'appuie bien sûr sur des faits parfaitement réels et authentiques. Mais vous voyez comment se décante quelque chose qui est comme un peu de l'espoir humain au milieu de ça. Mais pas un espoir grand, large, quelque chose de modeste,
à la dimension de nos vies. Une minute. Formidable au bord de la mer. Après tout, c'est déjà pas si mal. Quelle a été la réception du film? Alors c'est un film qui n'a pas eu de chance, il est sorti, il devait sortir à Cannes en mai 68, et vous connaissez comme moi cet épisode de l'histoire de France, notamment, mai 68, et donc c'est le festival qui a été interrompu, à peine les gens s'étaient-ils un peu rassemblés que ça s'est arrêté, et que les diffusions et autres programmations n'ont pas eu lieu. Du coup, ce film n'est pas sorti comme il était prévu qu'il sorte, et il faut bien reconnaître que ça lui a sûrement coûté cher au sens de rien lui rapporter du tout, quoi, en fait. Il y a très peu eu de public, et puis il est parti sur cet embrouillage initial. Ça a été sûrement assez douloureux, puisque René a cessé de tourner pendant la période qui a suivi, pendant plusieurs années, et que même, du coup, il en profite pour aller aux États-Unis, ce qu'il n'avait pas trop fait, et il va passer 3-4 ans aux États-Unis, parce que cet échec, je crois, le touche, pas seulement au plan économique, si vous voulez, au plan économique, bien sûr, mais pas seulement sur mon plan économique. C'était sûrement un film qu'il devait bien aimer, et je crois qu'il appréciait Claude Rich, il était heureux de l'avoir vu comme comédien. Il était sûrement content aussi de la collaboration avec Sternberg. Il pensait que ça allait faire un film qui allait marquer, ou enfin du moins un peu réussir, et puis en fait ça ne marche pas. Donc je crois qu'il nous disait que c'est un film sur lequel le producteur n'est toujours pas remboursé, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est dommage, c'est quand même un film subtil, on va dire. Hein. Vous avez une Ce film, je l'ai vu, moi, assez peu de temps après sa sortie. Donc, alors, je me souviens plus très bien si c'était en 68, en 69 ou en 70, enfin c'était par là. Et pour moi, ça a été, pas une révélation, mais ça a été une bouffée d'air, ce film, parce que il y a effectivement ce côté de science-fiction, mais ce qui est intéressant, c'est la déconstruction du récit et l'impression de liberté qu'on a face à ce film, dans un contexte où le cinéma a été corseté, où il y avait des tas d'histoires qu'on essayait de raconter de la façon la plus rationnelle possible. Et là, enfin, on avait un film qui permettait de rentrer en écho avec ce qu'on a dans la tête. Parce que ce qu'on a dans la tête, en général, les souvenirs qu'on a dans la tête, ils sont jamais linéaires, ils sont jamais complets. C'est toujours des fractions de souvenirs, c'est toujours des bribes de souvenirs, des choses qui se... Enfin, c'est impossible d'avoir des souvenirs absolument rationnels. Et voir sur un écran une histoire qui nous est racontée comme ça, avec des fragments qui se contredisent, qui s'interrompent, qui à certains moments sont des vrais, enfin semblent être des vrais souvenirs, et puis à d'autres moments sont des faux souvenirs manifestement. Et ça, c'était quelque chose qui, dans la période de 68, avec la période du nouveau roman qui avait précédé 68, où des tas d'écrivains avaient fait tout un tas d'expériences comme ça sur la déconstruction du récit. Ce film, est, dans ce contexte-là, moi j'y ai trouvé un grand bonheur, un grand plaisir. Puis je voudrais dire une toute petite chose aussi, c'est que cette fameuse minute là au bord de la mer, il y a quelque chose moi qui m'a frappé, c'est que, alors c'est pas la première fois qu'on le voit, mais il y a un moment, Claude Rich demande à Olga Georges-Picot, tu viens, et elle répond plus tard. Oui. Et alors ça, c'est quelque chose, c'est vraiment, c'est rien en même temps, et en même temps, dans ce film-là, et par rapport au contexte de tout ce qui nous est raconté, moi je trouve que ça prend une importance incroyable, parce que les deux personnages n'ont pas la même, n'ont pas la même position par rapport au temps. C'est-à-dire que Claude Rich, il est dans le temps présent, et même si ce temps présent lui échappe sans arrêt, etc., mais il est toujours dans le présent de ce qui est en train de se faire, et elle n'est pas dans le présent, elle dit plus tard, et du coup, elle n'est jamais synchrone avec lui, d'une certaine façon. Du coup, c'est très bien, parce qu'elle est presque, cette réponse, ce que veut dire Pierre, elle est à l'image du fonctionnement du montage. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois,
Le montage est très rigoureux, je pense que dès qu'on est un petit peu sensible à ça, on le remarque. Le nombre de petits détails qui font passer d'un fragment à l'autre, c'est prodigieux. Enfin, c'est un travail au microscope, et en même temps c'est tout fragmenté. Mais c'est pas évidemment fragmenté justement pour donner un chaos. Ça ne donne pas vraiment un chaos, ça donne plutôt l'idée d'une conscience. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience? Moi j'en sais trop rien. C'est comme un cerveau, c'est-à-dire c'est plein de connexions et c'est plein de déconnexions. Et ça fonctionne ainsi. Alors c'est vrai que souvent quand on nous demande d'exister et d'en donner la preuve, on nous demande de construire des récits. Alors on va dire, voilà, je suis né là, mon papa il était ici, ma maman il était là, enfin, puis on commence à faire du récit si vous y faites attention. Et ce récit, il est toujours linéaire, ordonné, chronologique et je ne sais pas quoi encore. Hein. Mais ça, c'est quand nous faisons effort pour dire quelque chose sur notre existence. Si vous êtes interpellé par la police, vous avez intérêt à mettre de l'ordre dans votre truc, hein, autrement ça va mal se passer. Et puis si vous voulez raconter l'histoire de votre famille, ou de votre région, ou de je ne sais pas quoi, mais vous faites de l'histoire, c'est-à-dire vous faites du récit. Et c'est toujours ordonné, le récit, l'histoire, c'est toujours ordonné. Mais le cerveau, la conscience, on n'est pas sûr que ça existe de cette manière-là. On pourrait dire, et c'est une des hypothèses à la fois de Sternberg qui a fait un peu des études scientifiques, et de René qui s'est toujours piqué de lire un peu des ouvrages, bon, peut-être pas scientifiques poussés, mais enfin quand même, il a une curiosité pour ce que pensent les scientifiques. Ils s'accordaient tous les deux à penser que probablement le cerveau, il fonctionnait plutôt comme la patate qu'ils avaient imaginée, justement, qui a vaguement une allure de cerveau, mais enfin, hein, pas très rigoureux là non plus, c'est-à-dire où ça vient, ça part, ça repart, ça tourne en rond, etc., etc. Au fond, on nous demande depuis peut-être, je ne sais pas quelle époque, mais peut-être pas toujours, peut-être la Renaissance, peut-être ces époques-là, on nous demande de savoir prendre en compte notre existence et de lui donner une forme. Et cette forme, elle a toujours un aspect plus ou moins narratif, plus ou moins rationnel, plus ou moins chronologique. Hein. Mais il n'est pas dit que nous vivions comme ça. Nous vivons de façon un peu, pas forcément mal d'ailleurs, hein, mais enfin autrement, certainement. En revanche, dès qu'on vous demande de ressaisir votre vie, ben, vous n'avez pas d'autre moyen de la ressaisir que sous la forme du récit. C'est manipuler les machines. Oui, ah oui, quand même. Aussi. Oui, tu as non, mais une panne importante tout à l'heure, c'est ça? Personne ne pouvait rien faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Une lampe. La lampe de la salle 2 qui a commencé à flancher. Ça faisait clignoter, enfin elle s'allumait. C'est pas que ça clignotait, mais ça devenait sombre. Et puis ça l'a rééclairé. Des baisses de tension, mais voilà, régulières quoi. Ça... Ah, oui, c'est lié à la lampe. Donc à mon avis, au bout d'une heure, ça.